Carl Weiss. Bonsoir, Dr Weiss. Bonsoir, Patrice. Je parlais à un médecin de l'OMS ce midi qui me disait la difficulté en Europe puis chez vous au Canada, par exemple, c'est de faire comprendre aux gens que vous, ça diminue, ça ralentit, on le voit, mais sur l'échelle internationale, ça augmente, cette pandémie. Et il y a quelques jours, on a eu la journée où il y a eu le plus de nouveaux cas par rapport au tout début. Je vous fais entendre, c'est très court, un petit extrait du docteur Saucé de Genève, puis on revient tout de suite. Je pense que vous avez bien résumé la situation globale. Permettez-moi d'insister sur certains aspects. C'est vrai que le monde a tendance à croire que l'épidémie est en train de baisser, compte tenu de ce qu'on a vu en Europe de l'Ouest, où les cas diminuent de plus en plus. Mais si on regarde globalement, il a fallu 2 semaines pour passer de 6 millions de cas rapportés à 8 millions de cas. Donc c'est une évolution très rapide. Et le 13 juin passé, on a eu le plus grand nombre de cas rapportés en un jour. Ça veut dire plus de 140 000 cas. Et le Brésil, les États-Unis et l'Inde sont aujourd'hui les 3 pays qui ont rapporté le plus de cas. Donc, il y a quelque chose d'un peu décourageant, Dr Weiss, qu'on entend ça malgré tout. Ça augmente partout. Ben, il ne faudrait pas dire décourageant parce que c'était attendu. Alors, je pense que si les gens pensent qu'une pandémie, c'était un événement localisé de 12 semaines où tout le monde a été confiné et que là, on a sorti le slogan « ça va bien aller, que tout est fini », c'est pas du tout ça la réalité. Une pandémie, c'est une épidémie à l'échelle planétaire avec des systèmes de santé différents, des besoins différents, des capacités différentes, des populations différentes. Quand on vous parle du Brésil avec plus de 200 millions d'habitants ou de l'Inde avec 1,3 milliard d'habitants, dans des conditions parfois qui ne sont pas très très bonnes, la même chose avec l'Afrique, la même chose avec de nombreux pays du Moyen-Orient, sans compter tous les pays où on ne comptabilise pas les cas. Alors on peut s'imaginer qu'il y a encore énormément de clients sur la planète pour ce virus-là et qui peut donc se propager très rapidement. Alors quand on dit par exemple qu'on a à peu près, on va dire, faire un chiffre grosso modo, à peu près 8-9 millions de cas actuellement qui ont été confirmés sur la planète, on sait que ça ne représente que, dans le meilleur des cas, 10% des vrais cas. Donc il y a à peu près 80-90 millions de personnes sur cette planète qui ont déjà été infectées par le coronavirus. Et 90 millions, ça paraît beaucoup, mais en proportion, en pourcentage, on est en bas de 10% à peu près. Donc, on est certainement en bas de 10% de la planète. Ça veut dire qu'il y a encore plus de 90% des gens qui habitent cette Terre qui n'ont pas été infectés par le coronavirus. Donc, c'est un peu normal qu'on soit encore pris avec ce genre de chiffres-là, d'où l'importance de penser que retourner à une vie pré-coronavirus bientôt, c'est illusoire et c'est même dangereux sur certains aspects. Parce que tant qu'il y aura des pays où le taux d'infection augmente, mais même si le taux d'infection n'augmentait pas, tant qu'il y aura des pays affligés avec des cas nombreux, bien, il y a la possibilité que le virus revienne dans des endroits où c'est beaucoup plus calme et là. Oui, tout à fait. Et puis même au Québec, il ne faut pas se leurrer. On est en train de diminuer notre nombre de cas, mais on a eu un bilan extrêmement négatif et qui a été un des pires du monde, on va dire, développé, pour ne pas dire le pire. Et donc, c'est sûr que si à partir d'un moment donné, on ne suivait pas des consignes strictes et on revenait à une espèce de déconfinement total, à lâcher complètement les mesures de précaution, on commencerait à avoir un nombre de cas qui va augmenter. Et même si ça peut être chez des jeunes ou des gens relativement en bonne santé, éventuellement, ça va faire tache d'huile et ça va continuer à toucher d'autres personnes. Il ne faut pas non plus oublier que chaque partie du monde est observée par les autres et que à partir du moment où on est un mauvais élève, on peut aussi fermer les frontières des autres par rapport à nous. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Les gens, par exemple, sont dans un mode festif, estival. Certains pensent peut-être à dire où vais-je aller en vacances. C'est très beau tout ça, mais si on a une situation qui n'est pas contrôlée, les gens n'aimeraient pas ça venir nous voir arriver chez eux. Donc, vous, et je le sens depuis plusieurs semaines, vous, parce que je vous ai souvent posé la question, Dr Weiss, cette dichotomie ou cette séparation que l'on fait entre ce qui se passe dans les résidences pour personnes âgées, d'une part, où c'est épouvantable, et la transmission communautaire dans le reste de la population qui n'est pas élevée, dans certains cas, qui n'existe pas dans certaines régions. Vous,
pas que ça vous agace, mais vous dites, attention, il faut faire attention, on n'est pas prémunis. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une résidence de personnes âgées, que tout va bien, puis qu'on est prémunis, là. Oui. Alors, il ne faut certainement pas dire au Québec, si on n'avait pas eu les personnes âgées, on aurait bien fait. D'autant plus que je trouve d'abord que c'est très dommage de dire que quand on a eu plus de 5000 morts chez les personnes âgées, les gens qui ont bâti le Québec, qui ont construit le Québec, à qui on doit beaucoup, de dire que finalement, si on n'avait pas eu ces gens-là, on aurait bien fait. On n'a pas bien fait. Puis il y a des pays où les personnes âgées qui étaient dans les CHSLD ont été transférées à l'hôpital, sont décédées à l'hôpital. Et donc, on a considéré ça comme des cas hospitaliers. Donc, on peut beaucoup jouer sur la définition de qui est où et qui a été transporté où. Le fait est que ces personnes âgées, si vous vous rappelez du début de l'épidémie, on a eu des travailleurs de la santé qui ont été probablement des chevaux de Troie, asymptomatiques ou peu malades, qui sont allés travailler dans ces CHSLD, qu'on a laissé aller d'un CHSLD à l'autre. On n'a pas confiné ces travailleurs de la santé. Il manquait de l'équipement de façon drastique et dramatique. Et tout ça mis ensemble, on a mis un peu le feu aux poudres des CHSLD. Mais initialement, la pandémie au Québec n'a pas commencé dans les maisons de retraite. Elle a commencé chez des Québécois qui sont venus de l'extérieur. Elle a commencé chez des visiteurs qui sont arrivés au Canada avec des frontières qui étaient ouvertes. Elle a commencé chez des travailleurs de la santé qui étaient symptomatiques ou pas et qui sont allés travailler. Et donc, c'est à partir de là qu'on a propagé cet aspect-là. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a beaucoup de gens qui ont été malades et qu'on n'a pas testé parce qu'on n'avait pas de capacité de les tester. Et comme ils n'étaient pas trop malades et on ne les hospitalisait pas, ben on sait très bien que ces gens-là auraient testé positif de toutes les façons. Alors, quand je vous dis qu'on a probablement eu seulement 10% des vrais cas infectés au Québec qui ont été testés, les autres n'ont pas été trop malades ou pas assez malades pour être testés, donc, et ils ont quand même été malades. Et la baisse des hospitalisations quand même marquée au Québec, vous en êtes où dans votre réflexion là-dessus? Alors non, c'est clair on a fini notre première vague, on va dire. On va dire que la première vague, le gros est en arrière de nous, qu'on a réussi à passer au travers. On a payé un prix extrêmement élevé. Et donc, la question maintenant, c'est quelles questions, quelles règles, quelles leçons tirer de tout ça pour se préparer à une éventuelle seconde vague. Parce que ce qu'on sait, c'est que vous voyez qu'on ne sera pas capable de contenir la COVID-19 à l'échelle planétaire. Vous avez des gens qui vous disent qu'il y a des pays dans le monde où ça ne va pas très bien. Donc, c'est vrai que ça va continuer. Le virus n'a pas disparu. Deuxièmement, il y a très peu de gens au Québec, on va dire dans le meilleur des cas, 8-9% de la population qui ont été infectés. Donc, les autres sont encore des clients potentiels. Troisièmement, on ne retournera pas à un confinement aussi sévère qu'on a eu durant la première vague. C'est clair qu'on ne sera pas complètement paralysé. L'impact économique, social est beaucoup trop grand. Donc, on va avoir des gens qui vont retourner à l'école, puis c'est très bien. On va avoir des gens qui vont retourner travailler. On va avoir des gens qui vont être dans un système plus ouvert. On va retourner à des activités économiques plus ouvertes. Donc, tout ça, c'est un bassin pour avoir plus de cas. Docteur Weiss, et vous répétez qu'il faudrait imposer le masque en public. Oui, alors ça fait très longtemps. On peut rentrer encore une fois sur la sémantique. Vous avez vu que la Californie, en plus de nombreux États américains, viennent de faire exactement la même chose. Quand on parle d'imposition, ça ne veut pas dire qu'il faut donner des amendes aux gens qui porteront pas de masque. C'est-à-dire qu'il y a un aspect éducatif, il y a un aspect de distribution des masques, il y a un aspect de fournir des masques. Mais c'est très clair que culturellement, il faut qu'on fasse le progrès très rapide et qu'on arrête de tourner en rond et autour du pot en disant que le masque, oui, peut-être ça peut avoir une certaine utilité. Les études s'accumulent et les données s'accumulent. Très bien. C'est tout le temps qu'on a, Dr. Weiss. Je vous remercie. Je veux vous reparler avant que je disparaisse des ondes la semaine prochaine. Donc, donnons-nous un rendez-vous mardi. On va s'écrire comme d'habitude. Alors, merci, mais on ne se dira pas adieu aujourd'hui. On va se dire adieu une autre fois. Merci beaucoup, Dr. Weiss. Au revoir. Bonne soirée. Salut.